Ok. Donc, mention honorable pour la tenue. Il y a un effort qui a été fait. Bravo. Euh, on converge vers Mass Extract pour le nom du podcast. Ouais, Ça passe? C'est approuvé. doux, c'est compliant, c'est onctueux, ça fond sous la langue, c'est bien? C'est OK. parfait. Donc Mass Extract. Ouais. Bon, bah, l'équipe n'a pas changé. Rémi de Truchy de Varennes, qui visite son fief. Ouais, il regarde si ses gueux travaillent. Marc-Antoine de Box et Isma, aka Tarzan, de iClosed. Tout le monde est beau, tout le monde est réuni. Alors, nos sujets. Hormuz et le Bitcoin. L'Iran essaierait, au conditionnel, de forcer le monde à payer en Bitcoin un droit de passage sur le détroit d'Ormuz. Sujet numéro 2, Meta qui lance Muse Spark au sein de sa Super Intelligence Labs après un clash Lequin versus Wang et dans un contexte où Anthropic est sorti des chiffres assez intéressants. Sujet numéro 3, JP Morgan et les swaps pour la dette AI. Sujet beaucoup plus financier. On essaie d'avoir à chaque fois un sujet un peu plus financier pour ceux parmi nous qui ont fait des études. Sujet numéro 4, la fin du middle management avec l'IA qui rend la hiérarchie obsolète. Sujet numéro 5 sur 5, service, le nouveau software, d'après un rapport de Sequoia Capital qui nous annonce quelles seront les prochaines boîtes à valoir 1000 milliards de dollars. Bon, très bien. Ami, je te laisse prendre la main. Donc, ouais, premier sujet, c'est un tremblement de terre. L'Iran fait le choix d'imposer un péage sur des eaux internationales et sur le détroit d'Ormuz, un péage à payer en bitcoin, non pas en stablecoin parce qu'il pourrait être saisi, non pas en dollars parce qu'il pourrait être saisi, mais en bitcoin, cette monnaie insaisissable qui ne sert à rien jusqu'au jour où vous êtes exclu du système. Ça commence. Qu'en dites-vous? Moi, je pense que le point que je trouve intéressant, tu sais, et ça va te plaire, c'est que toutes les raisons enfin, souvent les raisons de détenir du Bitcoin ou d'en accumuler, c'était vachement idéologique. C'était une démarche qui était assez militante sur fond de get rich scheme. Et là, en fait, on a un usage qui est rationnel. Tu vois, en fait, on a un des premiers usages du Bitcoin qui est rationnel. C'est C'est en le fait, c'est premier, c'est le techniquement. vrai premier, en fait. Mais ça a Ouais, toujours ouais. été le vrai premier. Ça a toujours été le vrai premier usage rationnel qui De était quoi? de suivre La la monnaie souveraineté? des non, la monnaie Enfin, du ouais, Danemark. ouais, ouais. Prends tous les mecs, enfin, prends tous les bitcoins maximalistes depuis 15 ans. Ils parlent de, voilà, bah, des valeurs du bitcoin, enfin, et qui te brandissent l'idéologie et une pseudo-raison. Ils parlent du bitcoin exprimé en dollars. Et à part parler de le bitcoin vaudra un jour 250 000 dollars, 1 million de dollars, etc., et quelques petits débats techniques qui intéressent personne, finalement, ils parlent surtout de dollars, ces mecs. Ils parlent surtout de je vais devenir riche et I told you so. Et si t'es pas d'accord, ils te disent have fun staying poor. En fait, même les gens qui prétendent, si tu veux, ne pas être, enfin, genre être rationnels sur la détention de Bitcoin, à bien des égards, on est sur de l'idéologie, on est sur de l'émotion, on est sur du get rich scheme. Là, on est sur un usage qui est méga, méga rationnel et qui est juste et qui est motivé par des contraintes techniques, des contraintes légales, des contraintes géopolitiques. Je pense que c'est un point intéressant. Et c'est aussi un désaveu énorme pour les stablecoins. On est allé chercher le chiffre, il y a environ 700 millions de dollars, un peu plus, entre 700 millions et 800 millions de dollars de stablecoins qui, on estime qu'ils appartiennent aux gardiens de la révolution à l'Iran, qui ont été gelés par les émetteurs de stablecoins, à savoir USDT et USDC. On avait parlé d'eux dans le premier épisode, de ces deux boîtes. Et quelque part, on prend conscience qu'en fait, le stablecoin, c'est juste du dollar avec un retard. Donc, je dirais, la tôle que tu aurais dû te prendre, le TBC monétaire que tu aurais dû te prendre, le freeze que tu aurais dû te prendre, bah, tu te le prends quand même, mais ça va prendre plus de temps. Donc, pareil, c'est un désaveu intéressant et c'est une motivation technique intéressante, enfin, une motivation vraiment purement technique, rationnelle, pratico-pratique, quoi. Et pareil, on a un glissement finalement d'une logique de souveraineté individuelle parce que le white paper de Satoshi Nakamoto, c'est plus une logique de souveraineté individuelle. Là, on est sur une souveraineté, plus sur le sens plus traditionnel du terme, enfin, d'un État souverain, enfin, un État souverain qu'on peut évidemment ne pas aimer, mais qui est un État souverain. Et après, la dernière pensée, c'est bah, est-ce que c'est pas après ça, c'est un peu le fantasme des bitcoiners, quoi. C'est dès qu'il y a un micro-événement, ils s'imaginent qu'il y a un truc en cascade qui va arriver et que c'est bon, le monde entier va adopter le bitcoin. Et donc, le fantasme des bitcoiners là, c'est de se dire, bah, en fait, c'est d'abord ce shithole country, puis un autre shithole country, puis après des shithole country en shithole country, eh bien, il va y avoir une adoption de masse. C'est pas tout à fait, on ne peut pas ignorer ça parce qu'aujourd'hui, si tu as
un gars comme les États-Unis qui n'arrêtent pas de bully, de violenter tout le monde et de les menacer avec leur. Genre, il y a un bout d'un moment où tu dois arrêter de faire le kéké, tu vois. Si on dit qu'on est dans un libre-échange et que, tu vois, c'est la fête, on est tous amis, et puis il n'y a pas de. On est tous égaux. Et puis au bout d'un moment, tu commences à menacer de nuquer la terre entière, de faire des trucs comme ça. Si tu abuses trop de ton pouvoir, ben forcément, la personne qui est le plus à même de souffrir de de l'asymétrie de pouvoir va commencer à créer des initiatives qui peuvent commencer à fracturer, tu vois, ça commence à fracturer. Et donc, et ça devient poreux, et au bout d'un moment, tu perds ton mot. Et je pense Mais que c'est la faute des États-Unis. Ils ont fuck up le truc tout seul. C'est le point, c'est on ne passe pas, enfin, on ne passe pas au Bitcoin, on sort juste plutôt progressivement du monopole du dollar avec une Russie qui contourne le SWIFT, la Chine qui met en place une forme de yuan énergétique, ou même le Japon se met à acheter du pétrole en yuan, dû aux actions des États-Unis, qui ont manqué de subtilité dernièrement, et les pays qui se retrouvent marginalisés dans l'échiquier mondial actuel, en tout cas, se mettent à utiliser des monnaies de marginaux. Et c'est. En tout cas, c'est. En fait, je pense qu'il y a une double logique. Il y a la logique quelque part du paiement. Il y a aussi la logique du payage souverain. Tu sais, c'est assez médiéval comme truc. Tu sais, il y a un payage souverain. Ok, tu rentres dans la ville, tu dois payer un payage quoi, au souverain. Quoi. Et il y a vraiment une logique de payage souverain avec une monnaie incensurable, imbloquable. Tu vois, il y a quand même l'inauguration finalement d'un package et qui est assez nouveau, qui est assez intéressant. Tu vois. Ça s'est jamais fait ça. Ça s'est jamais. Je sais pas si. Genre, si on scale ça. Imaginons, tu as pris un coma il y a 20 ans, tu te réveilles aujourd'hui. Tu te dis, mais en fait, vous jouez à quoi, les gars? Genre, n'importe quoi, là. Le dollar est en train de perdre sa valeur. Et c'est exactement ce que Ray Dalio partage dans son livre. Et on y est là. Ça va accélérer. Il y a quand même un point intéressant là-dessus aussi, c'est l'attitude de Trump autour de ça. Parce que Trump, c'est quand même le président qui veut faire du Bitcoin, enfin des États-Unis, le centre mondial du Bitcoin. Lui, on sait aussi qu'il a des intérêts financiers, même personnels, dans le Bitcoin, avec tout un tas de choses. Donc lui, il pousse le Bitcoin. Et en fait, aujourd'hui, ça fragilise le dollar. Donc comment la Maison-Blanche et les États-Unis peuvent réagir face à ça? D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est qu'ils répondent tout et son contraire sur le sujet. Il y en a qui disent que c'est illégal et d'autres qui disent, d'ailleurs Trump, je crois, a dit il va y avoir de l'argent à se faire. Et d'ailleurs, moi, j'ai un peu une théorie là-dessus. C'est finalement Trump qui dit il y a un péage avec l'Iran qui va se mettre en place dans le détroit d'Ormuz. Tous les pays du monde, ils vont avoir besoin de faire passer des super-tankers. Et donc, si on va un petit peu loin dans la théorie presque du complot, là, je laisserai après les auditeurs et certains aller encore plus loin. Pour le On peut dérapage. imaginer qu'en fait, il y a un double péage. Il y aura un péage en Bitcoin pour tous les pays qui acceptent de payer à l'Iran en Bitcoin, et les États-Unis qui se mettent au milieu et qui disent moi, je vais vous faire payer en dollars. Et si vous voulez rester compliant avec le reste du monde, parce qu'il y a quand même, si on revient de manière très terre à terre, et si ça se met en place, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais si ça se met vraiment en place, comment vont faire les acteurs qui font passer des containers pour payer des millions de dollars en Bitcoin? Si je prends Total Energy en France, je ne suis pas sûr qu'ils aient la possibilité, la structure, la capacité d'aller envoyer 2 millions de dollars comme ça. C'est quand même une boîte qui a au capital l'État français. Ils ont des valises à des présidents africains. Ça va, t'inquiète pas, ils ont l'opération. Ils gèrent, t'inquiète pas. Des mallettes. Ils ont du talent in-house. Tu vois, ils sont très flexibles. Non, mais c'est juste que, en fait, quel est à la fin du mandat de Trump, ça va coûter très cher aux États-Unis d'avoir mis ce gars en tant que président. Sauf s'il prend une partie du péage sur le pétrole mondial. Déjà parce que tout était en dollars et puis après ils dumpent l'inflation sur le monde entier. Donc en fait, ils avaient déjà un système qui était incroyable. Ils avaient déjà stabilisé le monde entier, tu vois. C'était pique. Et je sais pas pourquoi, quand tu es au top de la pyramide, tu vas pas rebattre les cartes.
Je comprends pas Si. le système, en fait. Tu as très bien, Arnaud? Tu comprends la logique? Est-ce qu'il y a une logique normale à ça? Je comprends pas. J'avoue que moi ça fait une logique vraie. Quand tu as un président qui dit: «On va nuker», mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu fais, garçon? Moi, je me demande, en fait, tu vois, c'est dans quelle mesure, dans les grandes organisations, tu as des phénomènes de censure pour privilégier ta carrière. Imagine, toi, tu es un analyste, je sais pas quoi, au Pentagone ou à la CIA. Si tu produis un rapport pour dire que si tu vas en guerre contre l'Iran, tu vas te prendre une branlée, je pense que c'est pas bon pour ta carrière. Si tu Ah. produis un rapport pour dire l'Amérique est trop forte, c'est bon pour ta carrière. Et si tu te trompes, en fait, c'est pas si grave que ça, parce que tout le monde s'est trompé. Et donc, en fait, je pense que les agents individuels dans ces organisations ne cherchent pas forcément à maximiser le succès de l'institution, ni le succès de leur employeur, à savoir le pays, ou le succès de leur patrie d'un point de vue patriotique. Ils maximisent leur carrière. En fait, c'est assez l'homo economicus, tu vois, microéconomique, quoi. Il maximise sa carrière. Et donc, en fait, il n'a pas du tout intérêt à produire un rapport pour dire que les mecs vont enfin, que son pays va se prendre une branlée. Il a plutôt intérêt à dire on est trop fort. Et du coup, tu as un phénomène d'autocensure, même pas un phénomène de censure, tu vois, idéologique, où ils C'est vont. comme pareil avec Covid, tu vois? Il y avait pas de côté négatif à dire: «Faut que tu te fasses vacciner 7 fois». Tu vois? Ouais, C'était, tu prenais pas de ouais. risque. Ouais, tu prenais pas de risque. Ouais, il y a Ouais. pas de vrai gros risque de carrière en disant ça. Mmh. Et en fait, il faut quand même souvent, tu sais, je crois enfin, il y avait une étude qui était faite, mais elle est très vieille, donc elle est peut-être plus exacte, mais la conclusion était marrante. C'était une étude sur les pénaltys au foot. Et donc, en fait, il disait, bah, si toi, tu es le gars qui tire le pénalty, tu maximises la chance de marquer en tirant au Oui. centre, et enfin, identiquement là où est le goal. C'est comme ce con va sauter à gauche ou à droite, tu maximises la chance en tirant juste au centre. Alors, c'est vieux, hein, je pense que ça a évolué. Sauf qu'en fait, si toi, tu dois tirer un penalty, tu tires au centre, le goal, il bouge pas, il écarte les mains, hop, il attrape le Classement. ballon, mais tu es mort. Ta carrière, elle est morte. Les fans, ils brûlent ta baraque. Tu vois, c'est fini. Tu finis comme Trezeguet en 2006. C'est ça, c'est ça. Donc en fait, tu vois, tu préfères en fait faire un truc qui est sous-optimal en termes de probabilité, qui est, enfin, qui est sous-optimal en probabilité pour l'équipe et pour le match, mais qui maximise finalement ta Revient, carrière revient. Il faut individuelle. tomber dessus. Ouais. Et tu vois, et à mon avis, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans ces institutions qui pensent comme ça et qui optimisent leur carrière. Il faut quand même pas obliger, enfin, faut pas oublier que, aussi bien dans le privé que dans le public, à un certain niveau, le seul job des mecs est de garder leur job. Parce qu'en dessous, en dessous, tout le monde veut le job du mec. Au-dessus, ils veulent limiter les coûts, ils veulent virer des gars. Donc, en fait, à un certain niveau de hiérarchie de décision, ta seule fonction, c'est de garder ta fonction. Bah, et c'est très rationnel économiquement, en fait. Et donc, tu finis avec des organisations qui prennent des décisions complètement connes, ou avec une chaîne d'information qui est cassée, et des mecs au top qui pensent qu'en fait, bah, c'est tranquille, on y va. Et voilà. Et peut-être que ça donne aussi, tu vois, Meta, parce que c'est le sujet suivant, qui fout 80 milliards dans le métaverse. Parce qu'en fait, le boss, il aime bien le métaverse. Si toi, tu dis que le métaverse, c'est de la merde, c'est pas bon pour toi. Si tu dis que le métaverse, c'est trop bien, de toute manière, le boss, il veut faire le métaverse, donc tu dis que c'est trop bien, bah, il y va, il se prend un platane. De toute manière, il était déjà motivé tout seul. Bah, en fait, peut-être que c'est mieux, quoi. C'est une bonne transition vers Meta? Ouais, c'est valide, c'est Yes. valide comme point ça. Ça, c'est valide comme point. OK. Valide. Sujet numéro 2, Meta lance Muse Spark avec son Super Intelligence Labs. Après qu'ils aient acquis Scale.ai de Alexander Wang pour, j'ai plus le chiffre, genre 20 milliards ou un truc de 30 milliards, et avoir acquis un paquet de talents pendant l'été où ils offraient des bonus à signature d'un demi-milliard ou d'un milliard. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? Donc, Meta dévoile Muse Spark, premier modèle natif multimodal, dirigé donc par Alexander Wang. On est sur un reasoning, un tool use, un visual chain of thought, un multi-agent orchestration. Ça sonne vachement bien. Le modèle est déjà disponible sur meta.ai. Je pense qu'il n'y a personne qui est au courant, mais en fait, il y a un site, c'est meta.ai, où tu peux utiliser le truc de Meta. En fait, je crois que c'est plus Meta qui utilise toi que toi qui utilises Meta. Mais bon, enfin, passons. Stratégie. Non, mais en vrai, ok. La stratégie assumée, c'est que Meta mise sur ses 3,4 milliards d'utilisateurs quotidiens et leurs données personnelles, c'est les fameuses données auxquelles ils n'ont pas accès, plutôt que jouer la guerre du scaling pur contre OpenAI et Anthropic. Donc on est sur un contexte tendu. On a eu la sortie il y a quelques mois, après un clash entre guillemets violent, et la démission de Yann Lequin, qui était le directeur de l'intelligence artificielle depuis plus d'une dizaine d'années chez Meta, et qui a qualifié Alexander Wang de inexperienced avant de claquer la porte. 4 mois plus tard, Lequin, donc un Français, lève 1,03 milliard de dollars pour une boîte qui s'appelle AMI, enfin, AMI Labs, et qui a vocation à développer des world models. Des petits points de contexte, Meta a racheté Manus pour 2,5 milliards de dollars il y a quelques mois pour booster sa capacité d'agent. Manus est un super product. Bon, en vrai, c'est un wrapper de cloud, mais c'est un super product.
Et pendant ce temps-là, cette semaine, Anthropic a annoncé avoir atteint 30 milliards de dollars d'ARR et essaie de créer du momentum sur Mythos, son prochain modèle, qui serait tellement bien qu'il ne le dévoile pas, ce qui est une belle opération marketing, Mais ça, peut-être backé par des faits. c'est Hein tellement fort que je peux pas le montrer. C'est- C'est ça. mais c'est génial, hein, mais je peux pas le montrer. Et en attendant que notre code fonctionne que 45 minutes par jour parce que dès que tu as trop tapé dessus, ça s'arrête, quoi. Et aussi, il y a pas mal de mecs qui ont mesuré qu'il y a une perte de capacité d'intelligence de 67% sur Claude de base, sur le plan de base, quoi. Vous avez pas remarqué qu'il est devenu super con, Claude, ces derniers temps? Enfin, sur le plan, genre à 20-30 balles par mois, il est devenu complètement con. On dirait un autiste. Non, mais il est vraiment à la ramasse, quoi. Donc, baf, le sujet, c'est méta. Beaucoup de capitaux déployés. Qu'est-ce que ça vous évoque? Marc-Antoine, tu as préparé ton cours ou pas? Écoute, moi, j'ai Meta, Est-ce qu'il a fait ses devoirs? non, mais ce qui est Moi, je intéressant, fais c'est ses ce que tu devoirs. as dit, c'est qu'en fait, ils t'utilisent plus que tu les utilises, Meta. Et c'est là où ils vont vraiment à l'inverse des autres, je trouve. On est tous rentrés dans le chat GPT, après maintenant, on est tous dans Claude et Perplexity et tout ce que tu veux. En fait, on est tous en train de se dire, oh, j'espère que je lui donne tellement d'informations sur moi, sur mon business, que ça va jamais fuiter, qu'ils vont jamais l'utiliser. Ils l'utilisent pour améliorer leur modèle, ok, mais ils vont pas l'utiliser pour en faire quelque chose de mal, entre guillemets. Là, Meta, ils prennent le truc à l'inverse. Et au passage, on sait que OpenAI, ils vont commencer, ils sont en train de tester la pub dedans. Et quand tout le monde va se rendre compte qu'ils donnent ces données à OpenAI et qu'en fait, derrière, c'est pour te pousser du commerce et des pubs directement dans ton chat GPT, tu vas commencer à te dire merde, j'ai donné un peu trop d'infos sur moi, quoi. Je sais pas ce qu'il en fait. Là, eux, c'est comment dire, une stratégie complètement assumée. Et à la fois, c'est intéressant, mais moi, je trouve que c'est un peu challengeant parce qu'on est tous sur WhatsApp et on est en train de se dire, en fait, WhatsApp, c'est juste un réseau social, c'est pas juste un truc qui me permet d'envoyer des messages à des potes et à des collègues. Donc là, c'est juste, bah, en fait, je te prends tout ce que je sais de toi, mais vraiment, au passage, on n'est même pas capable d'imaginer tout ce qu'ils savent sur nous, hein. C'est ça la réalité, je pense. Avec tous nos comportements qu'on a dans le téléphone, les apps, tout ce qu'on fait dedans. Et bah, je vais l'utiliser tout simplement pour que demain, tu aies des conversations avec notamment WhatsApp. Et puis, bah, je vais te pousser gentiment, comme une bonne régie publicitaire, les contenus que tu veux. Le petit truc rigolo, c'est qu'en fait, donc c'est dingue, hein, parce que potentiellement, demain, WhatsApp, il va m'envoyer, je vais pouvoir acheter, je vais pouvoir faire des trucs directement dedans. Mais le petit truc rigolo, je trouve, c'est que ça va aussi à l'encontre de leur modèle d'aujourd'hui. Alors, tu me diras, toutes les boîtes doivent se réinventer, mais ça va à l'encontre du modèle où la pub display sur Insta, sur Facebook. Bah, en fait, demain, peut-être que ça va en prendre un coup juste parce qu'ils vont te l'envoyer par ailleurs, quoi, si tu veux. Moi, c'est ça que ça m'évoque. Et ça m'évoque que du coup, ils assument, mais ça fait poser des questions sur comment tu utilises leur tool aussi, tu vois. Tu penses que c'est le même dilemme qu'avait Google où ils disent, bah, en fait, si on release un tool de chat pour faire de la search, les gens vont arrêter de faire de la search sur Google, on va arrêter de mettre des liens sponsorisés. Du coup, en fait, même si on a créé l'innovation quelque part, ou les bases de l'innovation avant OpenAI, bah, on la release pas parce que c'est cannibalisant. Et ça s'est prouvé être faux. Parce qu'on a vu en mettant Gemini, j'espère que je ne vais pas cuter parce que ma connexion est KO, mais en mettant Gemini en top de l'Answer, on a vu qu'en fait, il me semblait que c'était 18% dans le chat, vous pouvez me dire si c'est dans les commentaires, mais il me semblait que last quarter, ils ont fait 18% de growth en plus, c'était, je ne sais pas exactement, mais en gros, ça s'est avéré être faux. Le fait que donner en fait des réponses avec l'IA faisait en sorte qu'il y ait moins de clics. Peut-être qu'il y a moins de clics, mais en tout cas, les coûts par clic sur les premiers, deuxième, troisième positions étaient plus chers. Et donc, du coup, les gens cliquaient plus et donc Google faisait plus d'argent. Là où je vois qu'en fait, c'est pas trop un sujet, et ce que j'avais discuté avec un ami et j'en parlais à la fois, c'était en fait, je pense que le meilleur move, si j'étais Meta, ce que je ferais, c'est que je faisais en sorte d'avoir un network, en fait, de prendre l'IP de Meta, parce qu'ils ont l'une des meilleures régies publicitaires au monde. Et tous les outils IA ont ce problème de si je vais consumer, donc B2C, je ne vais pas faire d'argent avec eux. La seule manière de faire de l'argent avec eux, c'est de mettre des ads, ou sinon je vais enterprise. Sauf que Anthropic Google ont montré qu'ils étaient beaucoup plus forts à faire de l'enterprise. Ce qui en fait, c'est compliqué pour une nouvelle société de rentrer et de taper de l'enterprise. Alors que tu as Meta qui a montré qu'il était en capacité d'aller sur du B2C
et avec leur régie publicitaire, de faire en sorte que le modèle fonctionne. Imaginez si Meta faisait en sorte de open source leur ad plateforme à toutes les autres à toutes les autres LLM, de manière à ce que quand tu fais, comme quand tu as un pixel sur ton site internet, tout le monde a un pixel sur le site internet. Meta, c'est exactement ce qui se passe sur tout internet, de toute façon. Ok, et en fonction de ça, elle a la capacité d'optimiser les publicités. Et si tu te retrouves avec, par exemple, si tu as ChatGPT, pour eux, créer une plateforme publicitaire, ça va coûter énormément de temps, énormément d'argent, alors qu'ils pourraient juste se plugger chez Meta et Meta pourra avoir un dividende, un pourcentage de revenus reçus par justement ChatGPT. Et parce qu'au final, quand tu dis ah, ça va court-circuiter les revenus de Instagram, pas forcément, parce qu'au bout d'un moment, tu n'auras plus d'interface et les agents feront des recherches pour toi, feront des actions pour toi et achèteront pour toi. Donc en fait, le côté interface va disparaître dans les 48 mois, 72 mois. Donc au fur et à mesure, ce mode que Meta est en train d'éroder et est voué à disparaître. Donc, tu es obligé, au bout d'un moment, tu vas partir vers de l'agentic bidding où tu vas avoir des agents qui vont faire en sorte d'aller trouver le meilleur produit au meilleur prix pour fulfill ton désir. Et donc là, Ouais, ouais, Isma, sauf qu'aujourd'hui, les gens font leurs achats ou les pubs qui sont montrées dans Facebook, Insta. Les gens, ils sont pas en train de faire du shopping. C'est ça tu tout l'intérêt. as deux types Donc l'interface va pas disparaître. non, tu as deux types d'achats. Tu as l'achat intentionnel Bien et sûr. tu as l'achat lorsque tu es en train de scroller et je te hook avec une créative et je te tire et je te fais acheter ton produit. Là, je suis uniquement en train de parler de l'achat intentionnel. Il me faut acheter une coque pour mon téléphone. J'ai pas envie de cliquer sur. Donc, pour tout ce segment, ça, c'est pour ça que C'est chez là, il y a Google des gens. aujourd'hui, ça. Oui, pour l'instant. Amazon. Pour l'instant. Pour l'instant. Tu vois bien que les market shares sont en train de changer au fur et à Ouais, mesure. bien sûr. Ok. Et donc, du coup, tu vas avoir de plus en plus de tools IA qui vont venir se customiser par rapport à l'ICP. Donc, moi, j'utilise Claude, certains utilisent ChatGPT, etc., etc. Mais en tout cas, tous les outils d'IA ont ce problème de comment est-ce que je fais pour monétiser ma base client B2C et ils ont besoin de faire en sorte de faire marcher la publicité. Et Meta a déjà cet énorme leverage. Et il y a ce truc, quand tu fais de la publicité, tu as toujours ce network, tu sais, ta audience network. Bien Ça sûr. pourrait être la même chose avec Agent Network, qui sont sur toutes les LLM qui ne sont pas Gemini ou Claude. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. J'ajouterais, enfin, j'aurais un prisme aussi sur le fait que ça m'étonne pas que Yann Lequin soit français, parce qu'on a toujours été bon pour sortir des innovations, produire de la recherche, créer de la valeur en termes de recherche. Les cristaux liquides, c'est français, mais par contre, on est très mauvais dans le fait de raffiner cette connaissance pour extraire de la valeur. Et l'innovation crée de la valeur, mais c'est la distribution finalement qui en capte. Et je pense que Meta ont surtout fait le choix de faire ce shift-là parce que aujourd'hui, la plupart des boîtes qui produisent de l'IA sont en tout cas actuellement à perte, et ce sera un de nos sujets. Et il faut se réveiller pour faire quand même des machines à cash, parce que c'est à la fin de la journée ce qui, enfin, il y a que ça de vrai, et c'est parce que c'est la seule chose qui va dans l'intérêt des actionnaires. Et je pense qu'aujourd'hui, avec Wang, ils prennent en tout cas un chemin où ils s'axent plus distribution, promesse sexy. Et maintenant, à voir comment demain ils le monétiseront. Je pense que c'est vraiment quelque chose à observer d'ailleurs dans leur prochain quarter, dans leur prochain rapport annuel. Mais en tout cas, ils semblent avoir pris le chemin de la distribution agressive. Il y a une interrogation que j'ai, c'est ils ont l'edge de la distribution, évidemment. Bah ouais. Ou voir, ils vont te rajouter en haut de Messenger, en haut de WhatsApp, leur chatbot, et tu pourras directement chatter dedans, et donc il sera installé par défaut. De la même manière que Google met dans ta recherche Google Gemini et prête ton utilisateur. Donc ils ont cette edge de la distribution, mais aussi cette edge de la data. Là où les LLM en fait se feed sur Internet, mais Internet c'est rempli par du slop fait par des LLM de la génération précédente, tu as des interrogations sur dans quelle mesure en fait tu peux vraiment continuer à creuser et à gérer, à affiner et raffiner ta data, enfin, de la donnée pour ton modèle en allant juste sur Internet. Là où Facebook a du coup le moteur de l'humanité et qui est occupé à faire des choses, à dire des choses, à donner des opinions, à parler de produits, à s'exciter sur des trucs, à commenter, à débattre, etc.
à interagir, à regarder. Il peut aussi mesurer combien de temps tu restes sur une photo, si tu slides horizontalement un carrousel sur Instagram, etc. Hem et ça, c'est une vraie interrogation parce que, enfin, en fait, où ce que ça amène comme interrogation, c'est l'Edge qui était supposé avoir xAI. C'était qu'ils avaient fusionné xAI avec X, donc avec Twitter, et donc du coup, ils avaient ce feed de données non censurées. Et d'ailleurs, on comprend peut-être comme ça la logique de non-censure sur X. Donc il faut que les gens puissent vraiment se comporter comme des sagouins, comme des vrais humains à huis clos, pour vraiment pouvoir entraîner la machine sur c'est quoi un humain. Et d'ailleurs, pour anecdote, moi, quand je rachète, en fait, Grok, quand il réfléchit, il t'explique comment il réfléchit très rapidement. Donc tu vois, genre, il y a agent 1 qui dit machin. Et il y a et moi, Grok, qui pète des câbles, il y a agent 1 qui dit, «Bon, le user me traite de fils de pute, je crois qu'il est vraiment énervé». Agent 2 qui dit: «Ouais, grave, là, il pète un câble». Et tu sais, je vois les agents qui se parlent entre eux, qui font: «Putain, on est en train de le perdre, le mec». Et bref, mais du coup, mais d'ailleurs, une partie d'ajouter, en fait, c'est, Elon Musk quand il a fait racheter xAI, donc c'est xAI qui rachète Twitter, OK, très bien, et après le package qui est revendu à SpaceX. Du coup, si tu étais modérateur chez X, maintenant tu es genre rocket scientist. Mais tu as des arguments qui justifiaient de vendre le truc à 250 milliards. C'était, on n'est pas juste un modèle LLM qui est très correct, on est aussi une source de data oufissime. Sauf qu'en fait, tu regardes la source de data qu'a Facebook versus Twitter, c'est pas la même chose. Et après, on peut se demander, en fait, est-ce que finalement, Facebook va pas, enfin, si Facebook ne performe pas, ça va invalider cette thèse de la data, et ça pourrait entraîner des interrogations, cette valorisation qui a été approuvée par le board de xAI et le board de SpaceX, à savoir la même personne. Et dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche dans cette fusion, quoi. Sauf que les actionnaires adorent trouver la petite bête aux États-Unis pour dire: mais attendez, Ouais. il y a vu ce cas-là quand Tesla avait racheté SolarCity, Ouais. boîte détenue par Elon Musk. Si Meta y arrive pas, personne n'y arrivera en fait. C'est parce que Zuck, il est quand même assez smart, ok? On est d'accord pour dire que c'est l'un des meilleurs CEO, il est dans le top 5 des meilleurs CEO qui ont marché cette planète durant les 10 dernières années, ok? Avec les décisions qu'il a prises. Enfin, en tout cas, il est en capacité de prendre une société et faire en sorte que ça soit une cash cow. Et c'est clair. Donc, en fait, ils sont en train de se pousser vers l'edge. Et au bout d'un moment, il y a une question mark qui est est-ce que ça vaut ce que ça vaut? Je dirais que comme d'habitude, les, les- les bonnes technologies sont rarement des bons investissements. Et on va vite avoir le fameux de l'histoire à ce sujet-là, en tout cas sur un horizon de 3 ans sur le sujet de l'IA. Mais entre-temps, de toute façon, Elon Musk fera comme d'habitude. Il aura fait pas mal de blé en faisant une IPO, qui n'est pas tout à fait d'ailleurs un direct listing, mais qui va lui rapporter beaucoup de blé parce que finalement, il lève des thunes pour acheter une de ses propres boîtes. Donc, garant de l'histoire, ça reste Musk. Ouais. Est-ce une bonne transition vers le sujet un petit peu plus financier, finalement, sous-jacent à cette thématique? Ouais, Ouais. let's go. Et le fait que JP Morgan, du coup, je vais peut-être partager le doc à ce sujet. Bon, je vous fais la petite intro rapide d'abord. Mais JP Morgan vient d'émettre des swaps sur de la dette IA. Autrement dit, Wall Street commence à parier contre la dette de l'IA par le biais de CDS, donc des contrats enfin, des assurances contre la faillite, finalement, de ces boîtes IA. Et quand on parle de ces boîtes IA, on parle des plus grandes boîtes aujourd'hui, hein, qu'on n'imaginerait jamais faire faillite, finalement. Je vous montre le papier en question. Ouais, C'est le vas-y. papier d'une boîte Je l'ai suisse là. que j'aime beaucoup, qui produit pas mal de Ça recherches. veut dire quoi en gros? C'est-à-dire qu'il se pose la question de. Il se pose la question de… En fait, tu as des produits financiers qui sont construits pour que tu gagnes de l'argent si jamais des Ils boîtes font comme… faillite, ils font défaut. Ouais. D'accord. Que si jamais des boîtes Oracle, Microsoft, Amazon, Meta, Google se mettent à faire défaut sur leur dette. Parce que leur dette, aujourd'hui, explose complètement. Et elle explose pour financer une chose qui est l'IA, mais le ROI de l'IA est aujourd'hui bien inférieur au coût de son capital. Magnifique. Et on revient au sujet dont tu parlais d'ailleurs la dernière fois, Ismar, hein, quand tu disais est-ce qu'on n'est pas sur un énorme scam où ils essaient de nous refourguer leurs produits partout, etc., pour essayer de le rendre rentable. Et c'est un vrai point. Je Et vois. le problème, Sur la charte, on est où là? C'est quoi? C'est en jaune là. C'est quoi? C'est 90 milliards? Non, en jaune, c'est Oracle qui a craqué. Oh, mais c'est Ouais. quoi? En jaune, c'est le mec de 1 milliard. Oracle qui s'est rappelé qu'il avait 80 ans, que statistiquement, dans 10 ans, il est mort et il préfère risquer sa boîte plutôt que risquer sa vie.
C'était pas Mais con en fait. Hein. mais c'est quoi la valeur? C'est quoi la valeur? On a combien de milliards en jeunes là? 90 milliards. Ok. Wow. Ouais. Et globalement, on se retrouve à avoir. Et d'ailleurs, ils ont du coup un. Bah, ils ont reach leur plus gros. Enfin, comment dire? Ils se retrouvent avec un DS ultra attractif aujourd'hui. Putain, mais la Enfin, market cap de Oracle, c'est que 400, hein. Donc c'est un quarter. Ok. en tout cas, le point qui est. Enfin, le point qui est intéressant, c'est que. Enfin, on n'est pas en train de dire. On n'est pas en train de dire que le problème, c'est l'IA. Le problème, c'est que c'est ce que les investisseurs sont prêts à payer pour y croire. Et on se retrouve dans une situation, aujourd'hui, du coup, enfin, la dernière fois que des CDS ont été émis de cette manière-là, c'était en 2005 vis-à-vis de la bulle Internet. Et c'est le parallèle que fait ce papier. Je pense que le parallèle qui est plus juste à faire, c'est celui des télécoms des années 2000, où le narratif, c'était Internet va tout changer, ce qui est vrai. Et donc, il y a eu une explosion des investissements sur les télécoms, un surdimensionnement avec la DSL qui arrivait beaucoup plus rapidement que finalement la réalité de la nécessité de flux associés. Tout ça a été massivement financé par de la dette. En France, on a notamment le groupe de Patrick Drahi qui en a été un bel exemple. Mais le problème, c'est que la demande réelle est arrivée vis-à-vis des télécoms 10 ans plus tard. Et donc, tous les acteurs de ce secteur n'en sont pas sortis gagnants. Et ceux qui en sont sortis vivants en sont sortis très endettés. Et l'exemple de ça, c'est notamment la faillite de WorldCom. Et donc aujourd'hui, est-ce que l'IA va tout transformer? Probablement. En tout cas, ça risque de mettre 2-3 personnes au chômage. Mais la réaction de production en masse de data centers, de GPU, d'infrastructures cloud financées par de la dette pose une vraie question de rentabilité. Et si ce n'est plus rentable, ce qu'on va juste voir, c'est toutes ces boîtes-là qui se mettent à émettre finalement des obligations et qui peut-être demain feront défaut sur ces dernières. Juste, est-ce qu'on peut faire l'effet cascade rationnellement? Ok. Disons que il default. Il se passe quoi? C'est quoi la conséquence? Juste voir à la fin qu'est-ce qui se passe en fait. Ouais, t'as ces boîtes qui sont aujourd'hui des Seven Magnificents qui se retrouveront à se faire complètement dévisser en bourse et qui devront du coup arriver dans une dynamique de rendement comme les Orange aujourd'hui, à devoir verser un dividende de 10% à ses actionnaires pour essayer de maintenir un cours à peu près correct. Ok. Donc du coup, ils doivent vendre leurs actions, c'est-à-dire que ça go down, d'accord? Mais en fait, c'est comme si tu te retrouvais à avoir du coup beaucoup de licenciements, énormément de licenciements. Bah, si ces boîtes doivent être rationalisées parce qu'ils payent un paquet de mecs à rien faire, ou qu'il y a beaucoup de gens dans ces boîtes qui sont sur des projets annexes qui ne sont pas le cœur du métier de la boîte, je pense que les marchés financiers vont exiger de rationaliser la boîte, d'avoir moins de mecs et tous les petits side projects et les mecs qui bossent à 2 valeurs, de les virer. Même s'il y a beaucoup moins de gens aujourd'hui qui bossent à 2 valeurs dans ces boîtes qu'il y a une dizaine d'années où il y a quand même beaucoup de baby-foot et de frappuccino. Du coup, tu vas te retrouver un petit peu comme l'initiative de Zuckerberg à l'échelle mondiale, quoi. Enfin, ce qu'il a fait avec le métavers, où en fait, en gros, j'investis là, et puis après, tu as la réalité qui arrive, et au moment tu es obligé d'arrêter le projet. Mais qu'est-ce qui se passe avec, du coup, le coût est-ce que cette dette-là, elle part où? Est-ce qu'elle part uniquement dans dans l'investissement, donc à avoir des bons ingénieurs, des data centers, ou est-ce que c'est aussi inclus dans des pricing packages? Ce que je me demande, c'est que si les sociétés sont obligées d'être rentables, ok, ça va impacter la société dans le day-to-day business, donc les gens vont être virés, etc., génial. Mais quel va être le vrai coût de l'IA? C'est-à-dire que le token, est-ce qu'il va est-ce qu'il va avoir la même valeur? Est-ce qu'il ne va pas faire 10 fois, 100 fois plus cher? Et donc, du coup, toute la supply chain de toutes les autres boîtes qui ont l'habitude de créer des outils IA qui, à la fois, te donnent des free trials et des 100 crédits tokens pour générer tes images à la con, est-ce qu'ils ne vont pas se faire éclater? Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour la landscape? Tu vois? En fait, juste en ce qui concerne les mecs qui ont prêté de l'argent, bah, si ça se passe vraiment mal, bah, il y aura une en fait, c'est un peu comme les pays en développement, quoi. Les mecs, ils se surendettent et puis un jour, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus payer. Donc là, tu fais une conférence, tu discutes et tu dis: «Bah, soit en fait, on fait défaut,
vous perdez tout et on rentre dans un processus qui va vraiment être très compliqué. Et puis bonne chance pour les saisir. Alors, comme là, c'est une boîte américaine, on peut quand même saisir des trucs, des brevets, etc. Un pays d'Amérique latine, tu peux envoyer l'armée américaine, leur ramener la démocratie. Enfin, ça reste quand même un petit peu compliqué d'aller saisir des trucs. Mais en général, ce qui se passe, c'est que tu vas renégocier. Enfin, soit tu vas rééchelonner la dette. C'est bon, en fait, on s'était endetté sur 5 ans, sur 10 ans. Bah, en fait, on va vous rembourser sur 20. Comme ça, on rééchelonne. Soit on fait un haircut, on dit bah, on vous devait 100 milliards. Bah, en fait, ça va être 75, mais au moins les 75, on sait qu'on peut les payer et ça rassure tout le monde. Et vous pouvez équilibrer vos bilans, assainir vos bilans. En fait, les institutions financières qui ont prêté l'argent, elles doivent aussi rendre des comptes. Ouais, Donc, bien sûr. elles aussi, elles ont besoin de pouvoir dire ok, bah, on a fait une connerie, on a pris une tuile ici, mais il reste quand même 75% où on peut estimer qu'avec une probabilité vachement raisonnable, ça sera payé. Et ils ont commencé à payer ça. Ou, autre solution, tu te réendettes encore plus. Tu dis, bah, en fait, on n'arrive pas à payer, mais si vous nous prêtez encore plus, nous, on pense qu'on peut vraiment réussir à mener à bien ce qu'on est en train de faire. Et donc, faites-nous confiance, confiez-nous encore plus d'argent. C'est en gros les 3 options que tu as. D'accord. Voilà. Après, effectivement, ce qui est intéressant, c'est moi, ce que j'adore avec cette histoire, c'est pas parce qu'un truc est positif pour l'humanité qu'il est et qu'il est positif pour l'humanité pour les utilisateurs, qu'il est positif pour les investisseurs. Et c'est vrai qu'on compare avec les telcos. Et ça, ce qui est marrant avec les telcos, c'est que tout le monde a oublié l'histoire des telcos et tout le monde utilise comme référentiel les GAFAM. On dit, mais regardez, c'est boîtes. Mais sauf que les GAFAM, c'était d'abord des boîtes de software. Ou par rapport à Apple, c'était quand même pas mal de hardware, mais bon, c'était quand même principalement des boîtes de software. Donc, ce n'était pas des boîtes qui devaient déployer des dizaines de milliards en CAPEX avant de pouvoir gagner 1 euro, quoi. En fait, tous les marchés financiers ont gardé la mémoire de OK, les GAFAM. Alors, c'est pas du tout le bon référentiel, quoi. C'est ce qui est assez intéressant. Alors que le bon référentiel, ça serait les télécoms. Et si on reste sur cette idée d'un truc qui est bénéfique pour la société et l'utilisateur, mais qui n'est pas bénéfique pour l'investisseur, un des meilleurs exemples historiques, c'est les chemins de fer. Les chemins de fer de leur histoire n'ont jamais été rentables. Et en fait, ce qu'on a aujourd'hui, en fait, à l'époque, enfin, l'époque, je dirais, de la ruée des chemins de fer, on avait quand même des compagnies qui construisaient des chemins de fer parallèles pour savoir qui va arriver le premier. Donc, les mecs qui voulaient traverser l'Amérique, il y avait 2 compagnies, et les mecs faisaient le même chemin de fer à 50 bornes l'un de l'autre pour savoir qui va traverser l'Amérique en premier. Donc, les mecs, alors qu'en fait, tu te mets ensemble, tu fais juste un chemin de fer, et puis bah, en fait, c'est bon, quoi. Et après, il fait l'aller-retour. Tu n'as pas besoin d'avoir 2 lignes côte à côte, quoi. Pareil, tu n'as pas besoin d'avoir 2 lignes côte à côte pour faire Paris-Lyon. Et en fait, il y avait genre des doublons tout le temps. Toutes les boîtes étaient en concurrence pour les mêmes lignes et toutes les boîtes posaient des chemins de fer. En fait, il y a le fait de poser l'infrastructure et le fait d'exploiter l'infrastructure. Et les chemins de fer n'ont jamais été rentables. Et en fait, la SNCF en France, contrairement aux autres monopoles d'État qui sont en général des nationalisations de 1945, la SNCF s'est nationalisée dès 1937 par le Front populaire parce qu'on se rend compte que ce truc, il fait faillite en répétition, qu'il faut que l'État rend flou à répétition, que ça marche jamais, que ce sera jamais rentable. Et donc, autant le nationaliser. Et c'est nationalisé en 1937. Et les chemins de fer, ça n'a jamais été rentable. Et d'ailleurs, une des belles crises financières de l'histoire et de l'histoire économique, c'est 1907, la faillite du Knickerbocker Trust, où c'est justement une crise liée au chemin de fer. Alors, le point de départ, je crois qu'il y a genre un séisme, je ne sais pas trop où, à San Francisco, qui crée une panique, etc. Machin, mais bon, en fait, in fine, c'est un surinvestissement dans les chemins de fer et dans les métaux autour des chemins de fer. Et ça se casse la gueule, quoi. Et donc, en fait, un truc qui est bénéfique pour la société, qui est bénéfique pour les chemins de fer, n'est pas nécessairement un bon investissement. Et ça, c'est vachement compliqué pour les investisseurs. Si je vous mets, mais regarde, tout le monde utilise le truc, tout le monde en a besoin, c'est l'avenir. Oui, 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 oui. Mais c'est pas pour En plus, autant. ça donne des bulles, hein. Enfin, la Railway Mania, c'était une bulle monumentale. Donc, il y a Ah ouais. beaucoup de gens qui sont allés en mode je vais m'enrichir. Mais Alors, la la scène, Railway Mania, c'était encore plus tôt, hein. C'était genre, c'était vraiment, je crois que ouais, c'était c'était au milieu en du. 1900 et quelques. Ouais, tout à fait. Ouais, Et je donc, crois que c'est en 1940, 1948, un truc comme Ouais. ça, la Railway Mania, de mémoire. Ouais. Donc, celle-là, elle est beaucoup plus vieille. Mais finalement, voilà. et Mais donc, du coup, vous pensez pas que du coup, en fait, le move de Apple est très très smart d'attendre et donc ce du point coup de vue-là, ouais. de les laisser Ah bah, aller se jeter. Tu vois, t'as ChatGPT qui est arrivé premier, ouais, catégorie king, mes couilles. Vous êtes en train de perdre du market share. Aujourd'hui, ils hold 70%. Il y a tout le monde qui est en train de défoncer tout et peut-être que, j'espère, en tout cas, je vois pas de scénario où Apple ne peut pas entrer dans la scène et arriver avec parce qu'ils ont le plus gros mode qui est le hardware. Ils ont l'iPhone, ils ont tous ces produits physiques et donc du coup, il y a encore plus de facilité pour eux. Et je pense que ouais, il faut attendre de voir tous les players avant de, de tirer et conclusion. il y a un autre move, on en parlait tout à l'heure, qui est quand même Elon Musk, parce que là, ils sont en train de lever des centaines de milliards pour faire des data centers sur du terrain, construire des bâtiments, de la brique et du béton. Et lui, il est en train de dire, les gars, c'est sous-efficient vos trucs.
Moi, j'ai un LLM, j'ai l'infrastructure pour envoyer les data centers dans l'espace et j'ai une constellation de satellites dans l'espace. Donc, vos data centers avec tous les investissements que vous faites qui ont une durée de vie globalement, en tout cas dans les data centers de 4 à 5 ans, moi, je vais être beaucoup plus efficient. Alors, il y a une barrière à l'entrée monstrueuse, mais le seul à avoir quelque chose qui peut tenir la route sur un moyen terme, c'est lui. Et du coup, les centaines de milliards d'investissements sur du data center traditionnel, lui, peut-être dans 3, 4, 5 ans, il va disrupter tout ça et dire bah, vous avez mis énormément d'argent et le retour sur investissement, il est estimé à 10, 15, 20, 30 ans. Bah, en fait, vous serez déjà dépassé, quoi. Enfin, je ne sais pas ce que Moi, vous en pensez, mais moi, je me demande si, comme souvent chez Musk, il n'y a pas un mix de narrative et de chantage. La narrative, c'est il faut rendre. Elon Musk, c'est le mec qui est champion du monde pour rendre ses boîtes toujours sexy. Quel que soit le sujet à la mode, il faut que ces boîtes soient au centre du sujet à la mode. Enfin, par exemple, Tesla qui va acheter du Bitcoin en 2021, quoi. C'est le Bitcoin à la mode. Bon, puis, donc, il y a un élément de narrative pour que ces boîtes restent hot en permanence. Et après, il y a peut-être un élément de chantage qui consiste à dire voilà, j'ai des projets qui représentent une menace existentielle pour mes interlocuteurs. Je veux acheter des puces, je veux collaborer aujourd'hui avec des data centers, je veux des trucs comme ça. Et ben, je propose une réalité qui est un risque existentiel. Tu vois, par exemple, je crois qu'avec Twitter, il avait menacé de créer un téléphone. Parce que Apple le taxait, parce que Apple l'emmerdait sur la liberté d'expression, enfin, ce que lui définit comme liberté d'expression. Après, voilà. Et du coup, il dit bah, moi, je veux lancer un téléphone. Menace existentielle. Bon, bah, du coup, on va à la table des négociations. Ouais, je préfère marcher arrière sur mon téléphone, mais par contre, foutez-moi la paix. Je veux acheter des puces. Tout le monde veut acheter des puces. Il faut que je fasse la queue pour avoir des puces. Ok, les mecs, je vais lancer ma puce, je vais créer une nouvelle gigafactory de puces ou j'en sais rien. Et je vais tous vous niquer. Et là, tu as Nvidia, tu dis bon, ok, vas-y, si tu veux, ton shipment, il part en premier. Donc, on peut se demander si c'est pas aussi des astuces de chantage pour passer en premier, avoir des deals préférentiels, etc. Et c'est win-win parce que tu boostes la valeur de tes boîtes avec de la narrative et en même temps, tu fais des clés de bras à tes fournisseurs ou clients pour obtenir des meilleurs trucs, quoi. Dans un Honnêtement, contexte, on est encore loin de foutre des trucs dans l'espace, hein, puis il y a encore un peu de boulot quand même, hein. Pareil, c'est pas Franchement, mon compétence. Moi, de base, j'en ai PDF, tu vois. Mais je ouais. veux dire, Je veux juste tu vois. que Claude me réponde, en fait, réponde concrètement, directement à mes questions, quoi. Déjà, si on commençait par là, ce serait super. ouais, enfin, oubliez pas, sous-estimez pas quand même ce qu'il a fait avec, Bien sûr, bien avec sûr. Starlink, avec Starship. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez monstrueux, hein. Ouais, mais en fait, les enjeux de température dans l'espace, j'ai regardé une vidéo là-dessus. Ouais. Je me souviens de rien, je comprends rien, si tu veux. Donc là, je fais de la bouillie intellectuelle. En fait, les enjeux en théorie, ouais, dans l'espace, il fait froid, etc. Donc le refroidissement, etc. Bah, en fait, non, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Donc en fait, Oui, il y a bien quand même sûr. plein d'obstacles. Et puis, en fait, c'est con, mais les puces, tu les envoies là-haut, il faut les foutre en haut. Et s'il y a une maintenance, et s'il y a une panne, et s'il y a une connerie à faire, donc il faut que tu aies un robot ou un bras machin qui puisse aller faire le truc. Alors, aujourd'hui, tu peux pas envoyer des humains dans l'espace pour aller mettre un coup de boulon, enfin, pour resserrer un boulon sur un data center. En fait, tu as quand même un certain nombre de sujets en fait, qui sont. Enfin, on n'y est pas encore, quoi. Donc, moi, Ouais, je mais trouve qu'en termes de narrative, c'est méga puissant. La narrative, elle est ultra sexy. Ah bah oui. Et elle est crédible. Parce que le mec, il réfléchit pas. Il dit mais attends, le mec, il a fait Starlink. Donc, tu vois, il va juste mettre une boîte plus grosse dans l'espace, quoi. Et donc, ouais, c'est compréhensible, c'est séduisant. big bonhomme. Ça résout hypothétiquement tous les problèmes de data center. C'est sur le papier un 10, voire un 100x en termes de performance et de rentabilité économique. Ouais. C'est good. En fait, le truc, c'est que s'il n'arrive pas à faire ça, il arrivera. C'est-à-dire, en fait, c'est le MVP pour aller sur Mars. Non, Ok. mais Mars, c'est le marketing, mec. Oui, d'accord. Non, mais en fait, si jamais il n'arrive pas à faire juste ça, dans les 10 ou 15 prochaines années, ça va être compliqué de justifier la valorisation de SpaceX pour aller sur Mars. Moi, je rejoins vraiment l'hypothèse 1 de la narrative. On est à 2 mois de son IPO. Là, il donne le tout pour le tout pour juste mettre un max d'étoiles dans les yeux et faire la plus grosse levée ever qui lui permettra de faire le plus gros cash-out ever en revendant avec l'argent qui est levé toute sa galaxie de boîtes à sa nouvelle Donc- entité cotée. Donc tout ça n'est que en revanche, mercantile pour mal s'enrichir, en à fait. Il y a Tesla rien parce de. que, en termes de cours. Comment? Tout ça n'est que mercantile pour s'enrichir à titre perso et il ne cherche pas à faire du bien à l'humanité. Non, mais enfin, des projets. Enfin, Musk a fait des prouesses, mais
combien de projets il a annoncé pour combien de prouesses sont sortis. Enfin, ces camions électriques, on les attend, on les attend encore, et pourtant, c'est une super idée pour l'humanité. Non, mais puis, c'est pas mutuellement exclusif, hein. Je dirais de temps en temps, enfin, si tu veux faire des gros projets, il faut que tu aies beaucoup de thunes et surtout avoir beaucoup de thunes sans avoir des gens qui te font chier, à tous les quarters. C'est ça. Donc en fait, ça va ensemble. C'est arriver à Mmh. récupérer un max de pognon, tout en gardant un Oui, contrôle absolu sur justement. ta boîte. C'est la meilleure manière d'achieve des trucs positifs pour l'humanité. Donc je dirais le pécunier court terme et le bénéfique pour l'humanité long terme, en fait, se branchent assez bien l'un dans l'autre. Mmh. Hmm. Carrément. Valide. OK, sujet suivant. Oui. La fin du middle management, l'IA rend les hiérarchies obsolètes. Alors, vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé de Jack Dorsey qui avait opéré un virage chez Block, le fameux code promo Gonzo 40, si je te dis liberté, tu penses quoi? Bah, tu penses pas, tu dégages, t'es viré. Et là, il a publié un essai intéressant où il explique comment la hiérarchie traditionnelle a vocation à être remplacée par une company as intelligence où il y aurait un world model AI en temps réel qui irait quelque part manager la boîte. Donc l'idée, c'était que le management avait fondamentalement une fonction de faire circuler l'information. Effectivement, c'est assez cohérent. C'est une définition assez intéressante du management. Et d'ailleurs, c'est le même enjeu dans l'armée, enfin, la hiérarchie dans l'armée. Il faut faire circuler, je dirais, le commandement, l'information. Enfin, il faut que l'information monte et descende et que le commandement descende, grosso modo, quoi. Et quelque part, le middle management devient une couche sous-efficiente par rapport à l'IA pour faire circuler de l'information. Et donc, du coup, la nouvelle structure simplifiée serait une IA qui est quelque part pièce de la boîte. Et après, les humains, il y aurait 3 profils pour les humains. Petit 1, les contributeurs individuels, donc des humains qui font des choses, qui bossent. Après, petit 2, il y aurait les player coach. Donc, c'est des humains qui exécutent, mais qui vont aussi mentorer les contributeurs individuels. Donc, feedback, motivation, etc. Une petite tape sur l'épaule, ce serait bien de continuer. Enfin, il y a les DRI, les Directly Responsible Individuals, qui prennent la responsabilité d'un problème précis. C'est vrai que si personne n'est responsable, il ne se passe rien. Donc, un, en fait, contributeur individuel qui exécute. 2, les player coach qui exécutent et coachent les contributeurs individuels. Et les DRI, fondamentalement, qui portent la responsabilité. Si on reste vraiment sur la thématique de management et recrutement, il y a Zapier aussi. Enfin, il y a un document de Zapier, je ne sais pas si c'est à liker ou c'est une publication, où ils expliquaient, ou décrivaient leur impératif de recrutement. Et en fait, ils ne veulent plus recruter des gens qui sont juste capables de faire un truc avec l'IA ou capables d'utiliser l'IA et qui comprennent vaguement comment ça marche. Ça ne suffit pas pour être embauché chez Zapier. Vous allez me dire, on s'en fout un peu de se faire embaucher chez Zapier parce que la boîte sera morte dans pas longtemps, mais ça, c'est un autre sujet. Ce qu'ils veulent, c'est un niveau minimum exigé où les mecs peuvent faire des workflows, ils peuvent créer et maintenir des bibliothèques de prompts réutilisables par les personnes dans la boîte et pouvoir générer des résultats business mesurables sans aucune supervision. Futur du marché du travail, qu'est-ce que ça vous évoque? Ils ont 1300 employés quand même, chez Zapier. Je savais pas ça. Ils ont quoi? 1300 à 1600 employés chez Zapier. Et normalement, tu dis, Ils qu'est-ce qu'il font faut? des connexions manuellement, en fait, encore. Finalement, tu crois que c'est Automatiser le job. Enfin, un zap, c'est un mec, en fait. Un mec qui branche la prise à chaque fois. Qu'est-ce qu'on en pense? Il y a un petit côté science-fiction, je trouve. Mais bon, sur le papier, c'est assez extraordinaire quand tu y penses. Moi, j'aime toujours bien m'en rapprocher et revenir sur le terrain. Je ne suis pas spécialement paysan, mais le bon sens paysan à ce moment-là, je reviens toujours dessus. Et notamment, toutes les boîtes, parce que c'est des choses qui s'adressent à des grosses boîtes. Là, on parle pas des trucs pour des TPE, PME, bien qu'il y ait toujours si. des managers, mais ouais, si, Si. aussi, tu as raison. Si, en fait, en théorie, Dès que si tu t'as- as un operating system, si tu arrives à leur fournir un operating system, raison. et du coup, tu as Ouais, t'as un raison. founder, un founder ou un owner, ou un big boss, quoi, un operating system, et après, il y a toute catégorie c'est d'humains. rigolo ça parce que j'en avais déjà parlé, il me semble, il y a 3 ou 4 mois du côté information. Vous êtes foutu de ma gueule. Vous vous rappelez? Je pense qu'on s'est jamais foutu de ta gueule, Isma. Ça, c'est Non, pas jamais. Mais vous vous rappelez que je parlais du côté information? C'est que de la- Ouais. Non, mais ouais, alors, je pense que l'impact est vraiment massif chez les grosses boîtes, bien entendu, parce que tu le disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont payés en fait pour garder leur job, et donc c'est effectivement d'eux dont on parle à ce niveau-là. Bon, la complexité opérationnelle, si on revient sur le bon sens paysan, elle est quand même monstrueuse. D'ailleurs, on parlait de Zapier, mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a Klarna
qui avait viré plein de monde et finalement, ils ont dû réembaucher derrière parce qu'il y a eu des grosses insatisfactions clients. Klarna, Ok. qui est une boîte de paiement. Et alors, moi, si je regarde la France, parce que j'aime toujours regarder ce qui se passe quand même chez nous, c'est bien de faire de la science-fiction avec les États-Unis, la Chine et nous au milieu. Comment tu fais chez nous aujourd'hui si tu veux virer des managers? Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? On est en train de se dire, tu gardes que les gens contributeurs, les gens qui produisent quelque chose, du commercial, un mec sur une ligne de fabrication, enfin, ou les gens qui font quelque chose, qui peuvent avoir des objectifs concrets, un manager. Comment tu fais en France pour dire, OK, j'ai 1500 managers et tu n'as pas atteint tes objectifs, merci, au revoir, je t'envoie un mail, machin. C'est impossible. C'est impossible. Et le principe du manager, c'est justement, on est sur des trucs très... Intangible presque. Exactement, intangible, c'est le terme que je cherchais, merci. Et donc, va dire demain, tous les mecs qui ont des trucs intangibles, qui doivent manager les autres, ils n'existent plus dans mon organisation. À court, moyen terme, c'est impossible. C'est de la science-fiction. Par contre, pour moi, c'est quelque chose de générationnel. C'est quelque chose où, effectivement, toutes les boîtes, maintenant, qui vont se construire ou qui vont grossir, elles vont pouvoir se construire sur ce modèle-là. Ou maintenant, en fait, on va réfléchir avant d'aller recruter un manager. On va dire, OK, au lieu de recruter ce manager, au lieu de recruter cette personne qui va gérer cette équipe de 4, 8, 12, 15, 20 personnes, je vais aller mettre de l'information qui va circuler au milieu. Donc, sur le papier, je trouve ça, moi, assez extraordinaire. De se dire, il y a quelque chose de central, tout le monde y a accès, une database, une intelligence, ce que tu veux. Tout le monde va aller requêter, poser des questions. Et d'ailleurs, je pense que là, on est un peu tous en train d'essayer de mettre ça en place dans nos business. Mais quand tu as déjà du monde en place, des centaines, des milliers de managers aujourd'hui, comment tu fais? Comment tu fais? Et franchement, Je pense qu'il y a en fait, c'est un challenge justement des mecs dans ce boulot et de garder leur boulot, c'est aussi la rétention d'informations. C'était bien sûr. souvent en fait, le top management dans les grosses boîtes, c'est des mercenaires. Ils viennent, ils partent. D'ailleurs, dans les ministères, c'est pareil. Le ministre, il vient, il reste, il repart. Le président, il est élu un an, enfin, un mandat, deux mandats, il part. C'est des fusibles. C'est des fusibles. Et en fait, par contre, le mec qui, lui, est un C-level ou un mec dans l'autre administration, lui, il est là pour 20 ans. Et alors, je fais un peu une digression. Vous savez, il y a une petite année, il y a eu tous ces scandales en France sur Macron qui payait des prestats chez McKinsey pour des milliards et tout. Et on disait, non, en fait, c'est une corruption déguisée, il envoie de l'argent à ses potes, etc. En fait, une lecture alternative, c'était qu'il n'a pas l'info. Parce qu'en fait, les mecs en haut n'ont pas. Ce qui nous ramène aussi à l'histoire tout à l'heure, là, des mecs là, qui font des rapports qui sont erronés juste pour préserver leur carrière. C'est les mecs en haut n'ont pas l'info, en fait. Et le fait Macron aurait peut-être pris McKinsey juste pour soit avoir l'info, soit faire peur à l'autre administration en mode de toute manière, j'aurai l'info. Une fois que j'aurai l'info, je vais vous dégommer. Parce que je pourrais prouver que vous avez menti, je pourrais prouver que vous avez bidouillé des chiffres ou que vous avez omis ou fait l'attention à l'information. Donc en fait, je fais des missions qui ne servent à rien juste pour mettre la pression sur les mecs. Et d'ailleurs, on peut même imaginer que toi, tu installes finalement une IA dans ta boîte, une sorte de super IA qui sert juste à foutre la pression au mec. L'IA, elle saura tout et tout ce que tu me caches, tout ce que tu me dis pas, tous les chiffres que tu bidouilles, tous les trucs que tu et tu harmonies un peu les trucs, l'IA, elle pourra pas. Et en fait, tu aurais une forme de. En fait, c'est pas tant que le super OS remplace les mecs, c'est qu'en fait, il a un rôle finalement correctif Blockchain un petit peu, tu vois. et il les flique, quoi. Pas forcément de blockchain, mais en gros, tu fliques les mecs, quoi. Et les mecs se disent, en fait, je peux plus rien cacher parce que l'IA voit tout. Donc, en fait, je peux plus en fait, travailler juste 1h30 par semaine et faire genre, ouais, non, mais moi, je suis là pour motiver les effectifs et tout, quoi. Donc, peut-être que c'est un rôle plus. Et peut-être même que Jack Dorsey, il fait ça pour que les 60% d'employés qui restent dans sa boîte aient la pression. Ils se disent, putain, en fait, il y a l'œil de Sauron qui voit tout, là. Ils ont déjà fait une purge de 40%. Donc, maintenant, j'ai la pression et je stream, quoi. Faut jamais oublier le truc. Hein. C'est que les 1% de la société les plus riches ont utilisé les 9% suivants pour dégommer économiquement les 90. Maintenant que les 90 ont été dégommés et qu'ils ont été essorés, ils n'ont plus un sou, bah les 1% dégomment les 9. Et ça, c'est juste un tool pour dégommer les 9. Hein, parce que les 9%, dans les 9% les plus riches, il y a le top management, etc. Enfin, les managers, tout ça. La très haute administration, c'est un pays qui est bien payé dans certains pays, pas chez nous. Donc peut-être qu'en fait, c'est juste un milliardaire, Jack Dorsey, qui se dit, bon, vas-y, là, je suis en mission pour aller essorer la valeur du 9%, et je leur crée, un carcan et une prison, là. Mais tu peux le voir aussi dans ta propre boîte, tu vois.
C'est pourquoi est-ce que tu es frustré? Enfin, les tâches que tu veux faire, enfin, si tu analyses ton business et que tu sais exactement ce qu'il faut régler pour faire x2, x3, x5, c'est simple, quoi. En général, c'est une information, tu la mets sur une Gold Doc, ça devrait être implémenté. Pourquoi est-ce que c'est pas implémenté en temps et en heure? Pourquoi est-ce qu'il y a des allers-retours? Pourquoi est-ce que ça traîne? C'est parce que la chaîne d'information n'est pas respectée. Donc, il y a de l'information est diluée, c'est du téléphone arabe. À chaque personne que ça passe à travers différentes personnes, ça se perd en qualité, ça perd en efficience. Et au bout d'un moment, et en plus de ça, si tu as un problème de faire passer l'information et tu perds en qualité d'information à chaque node, et en plus de ça, que tu n'as personne qui est accountable, qui est responsable pour délivrer le résultat et qui pourrait se faire virer si jamais ça ne se fait pas déployer correctement, si tu as en gros ces deux problèmes, tu étais complètement biaisé. Et en fait, il y a beaucoup trop d'énergie, de revenus, enfin, de chiffre d'affaires et de dépenses qui est mis sur l'information et pas suffisamment sur avoir une personne qui est responsable. On manque de personnes qui sont responsables. On manque de personnes qui sont product owners, qui disent je vais faire tout ce qu'il faut à ma possession, dans toutes mes capacités, pour faire en sorte que ça fonctionne. Et voici les KPI sur lesquels je peux être jugé pour, lorsque ça sera en production. Je parle dans un SaaS. Et il n'y a personne qui veut prendre cette responsabilité et tout le monde veut parler, tout le monde a un avis, mais au final, ce n'est pas leur responsabilité. Et donc, du coup, quand tu as une boîte de 1000, 2000, 3000, 5000, 30 000 employés comme Oracle, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je fous tout cet argent à travers la fenêtre? Donc, je comprends, moi, totalement. Ouais, Et mais c'est t'en reviens au truc. dans le gouvernement, c'est encore pire. C'est encore pire. Mais Isma, on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire se séparer de ces gens-là. Alors, peut-être aux US, ça vaut beaucoup moins de fric, mais se séparer de ces gens-là, c'est un coût monstrueux, d'accord? En Europe, à minima, et alors encore plus en France. Et quel va être le gain que je vais avoir en face? Parce que est-ce que je vais avoir un gain d'efficacité, d'efficience grâce à l'IA? Aller mettre des dizaines de millions, centaines de millions, là on parle de grosses boîtes, quand tu vires tout le monde du jour au lendemain, sans avoir d'arguments tangibles, sans machin, ça te coûte un fric fou. Qu'est-ce que tu vas gagner en face? Il y a un enjeu important là derrière, et notamment sur comment l'IA te fait gagner en productivité. On en revient un peu à ce qu'on disait. Est-ce que le gain de productivité de l'IA est si important que ça? À certains endroits, oui. À d'autres, c'est pas encore complètement trouvé. Oui, non, mais attends, tout ceci est théorique. C'est le schéma qui est intéressant. C'est le schéma. Enfin, c'est en gros, c'est le. Enfin, je pense que ce qui est intéressant dans cette news, c'est le fait de repenser le management, de repenser la gestion à l'ère de l'IA. Et ouais, c'est pas dans les 12 prochains mois que tu vas virer tous les mecs. Non, c'est sûr. Mais c'est là où je te dis, c'est générationnel à mon sens. Par contre. Mais par contre, aussi, tu vois, sur comment tu fais pour dégager les gars, tu as deux options. Un, soit tu renouvelles pas les gars. Enfin, déjà, tu remets la pression avec ce truc-là. Ça marche toujours. Hein, voilà, Oui. marketing pour faire le management à visage humain, tu vois, tout ça. Et tu remets la pression. Après, tu peux ne pas renouveler les gars qui partent. Oui. Tu mets la pression, ils rage quit, tu les renouvelles pas. Bon, c'est pas super prud'homme compatible de bolosser les mecs pour qu'ils rage quit pour pas avoir à payer des trucs, quoi. Mais OK. Bon, disons qu'il faut pas que tu le documentes sur mémo de réunion, quoi. Ou tu demandes à Rémi de faire une combine où la holding qui détient la boîte va créer une deuxième boîte qui, elle, est que de la techno, qui va obtenir toute l'information de la société principale, qui aura le droit de piquer les clients de la société principale pour les raisons sérieuses. Et puis, in fine, la société principale, elle finit par dépérir et à faire un gros plan social parce que la société qui la remplace a récupéré les clients et la data et fonctionne sans eux. Tu sais, c'est un truc qui était fréquent aussi chez les banques. Tu sais, quand il y a eu des réglementations suite à la crise financière pour dire qu'en fait, les banques ne pouvaient pas avoir des hedge funds, tu vois, au sein de la banque. Les mecs, ils ont pris la team hedge fund, ils l'ont foutu dans un bureau d'un tour d'à côté. Ce bureau-là, c'est un hedge fund qui, in fine, est quand même possédé par la maison mère. Et ils ont juste changé les contrats de travail et puis finito. Hein. Donc, je dirais ce genre de combine où tu prends une partie du capital humain, le capital humain qui est le plus intéressant, tu mets dans une autre coquille qui elle-même est détenue par la maison mère. Et du coup, la coquille initiale, en fait, tu t'en fous de la bazardée ou t'en fous de quel périclite. C'est des choses qui se font. Hein. Totalement. Mais la raison peut-être pour laquelle ils sont sous pression, c'est parce qu'aujourd'hui, ils veulent embrasser l'IA, ils veulent mettre en place tous ces process et ils se rendent compte que le management est l'un des premiers bloqueurs pour implémenter cette C'est la conduite du changement. C'est la raison pour laquelle ils se disent qu'en fait, on va régler
tu vois, le sang par le sang, et on va mettre finalement de l'IA pour pouvoir. Je pense qu'il y a du blocage et de la résistance à l'implémentation de nouveaux process. Peut-être parce que ces personnes voient qu'ils sont finalement inutiles, pour les raisons que tu avais déjà évoquées, Arnaud et Marc-Antoine. Mais c'est compliqué de régler ce problème, surtout dans des pays comme la France et l'Europe et même les C'est États-Unis. compliqué aussi d'avoir une assurance de rentabilité sur la mise en place d'une nouvelle technologie et c'est la raison pour laquelle, Ouais. aujourd'hui, beaucoup de centres de production, de boîtes même comme Decathlon, fonctionnent encore avec du travail à la chaîne, en Indonésie. Parce que le fait de le mettre alors que l'industrie 4.0, ça existe depuis 20 ans avec des chaînes de production 100 automatisées. Parce que la réalité d'une chaîne de production 100 automatisée, tout informatisée, nécessite quand même de la maintenance, nécessite, beaucoup de choses qui coûtent finalement aussi très cher. Versus l'Indonésien à 5 € de l'heure, s'il est bien payé, qui fait finalement le taf sur des chaînes qui sont et qui fonctionnent in fine assez bien. Et donc, le fait de. Enfin, je rejoins Marc-Antoine sur le caractère pas si évident de ça, d'un move où tu virerais la moitié de la boîte pour remplacer tout ça par l'IA, sachant que c'est un move qui est assez irréversible en termes de conneries, si tu l'as fait. C'est pas une connerie irréversible. Et à partir du moment, et ça, c'est un bon arbitrage aussi, je pense, en termes de framework à avoir lorsque tu fais un choix. C'est est-ce que l'impact de ce choix est réversible ou irréversible dans le cas où ça se passe mal. Ouais. C'est vrai. 100%. Et tu n'as pas de garantie là. T'as aucune. Donc en fait, et par contre, et lorsque l'autre méta a prouvé le yield, elle a prouvé, tu vois, c'est-à-dire que tu veux changer quelque chose qui fonctionne, attention. Tout à fait. Point de travail, c'est une transition vers notre dernier sujet. Tout à fait. Un rapport de Sequoia qu'on pourra ouvrir à l'écran après sur finalement les prochaines $1 trillion compagnies. Ce sont des sociétés qui ne vendront pas des logiciels, qui vendront du travail lui-même. Alors, l'idée, c'est qu'on passe de copilote, tout quand on vend un outil qui aide les humains, à des autopilotes. Donc, on vend des logiciels qui livrent le résultat accompli. Un chiffre intéressant, c'est que pour $1 dépensé en software, les entreprises dépensent $6 en service. Donc, un rapport de 1 à 6, donc un marché qui est énorme. Si vous vendez des outils, donc des copilotes, vous êtes en course contre le modèle. En général, les copilotes sont des wrappers. Si vous vendez le travail accompli, chaque amélioration du modèle rend votre service plus rapide, moins cher et plus difficile à concurrencer. Un bon point de départ entrepreneurial, d'après le rapport, c'est de regarder là où l'externalisation existe déjà. Donc, si une tâche est déjà externalisée, ça vous dit 3 choses. Petit 1, l'entreprise a accepté que ce travail puisse être fait en dehors. Petit 2, il existe une ligne budgétaire qui peut être substituée proprement. Et petit 3, l'acheteur achète déjà un résultat. Effectivement, il n'achète pas un tool, il achète un résultat. Donc, on est déjà dans cette logique de passer de vendre un outil à vendre du travail accompli. Donc, remplacer un contrat d'externalisation par un prestataire natif AI, c'est un simple changement de fournisseur du point de vue du client. Remplacer des effectifs internes, c'est une réorganisation. C'est notre point précédent avec les résistances que Marc-Antoine a évidemment levées. La cible idéale sont des tâches à forte intelligence externalisée, donc du légal, de la compta, de l'assurance, du recrutement. Le rapport donne comme exemple le conseiller en management, c'est 300-400 milliards par an, le recrutement, 200 milliards par an, les chaînes d'approvisionnement et des achats, 200 milliards par an, les services informatiques gérés, 100 milliards par an, la comptabilité audit, 50 à 80 milliards par an, la facturation médicale et la gestion des sinistres, 50 à 80 milliards par an, le conseil fiscal, 30 à 35 milliards par an. What do you think? Vous avez vu Harvey Oui. AI, 11 milliards de valorisation pour automatiser pareil le lawyer, donc des avocats, pareil. Donc ça part direct. Je regardais, j'étais tombé sur cette boîte là dernièrement et incroyable la valorisation que ça a. Et justement, ça suit cette courbe que tu dénonçais. Et Harvey, c'est un copilote ou c'est un autopilote? Je crois que c'est un copilote et qu'ils sont en train de partir sur de l'autopilote. Ils veulent finalement. Parce que je pense que toi, c'est l'enjeu, il est vraiment là, quoi. C'est qu'en fait, les copilotes, on s'interroge quand même toujours sur OK, en fait, in fine, tu wrappes un modèle. Après, il y a plein d'autres trucs. Enfin, c'est pas juste un simple wrapper. C'est qu'il y a énormément de data et des process et trucs dedans. Mais Mais s'ils ont levé à 11 milliards de valorisation, et je crois pas que cette boîte a plus de 3 ans, hein, ouais. c'est que forcément, ils ont un point où ils veulent aller, où on est sur du service à la fin.
C'est des gros clients qu'ils ont ou c'est du tout petit client? J'ai l'impression que c'est des gros, non? Enfin, Je pour une pense que c'est équipe des de gros, ouais. Pour partir sur une valo comme celle-ci, c'est astronomique. Je ne sais pas quand ça a été créé, mais et tu vois, c'est sur une niche où, en fait, les marketeurs n'y iront jamais, où la plupart des AI vibe C'est coding. sûr que le dropshipper, il va pas les vendre du légal à KKR et Bridgewater, quoi. Tu vois. Parce que leurs clients, c'est PwC, KKR, Ouais. Bridgewater, enfin, des trucs comme ça, quoi. Je dirais plusieurs choses. Mais là, ils vendent quoi? Ils vendent quoi là? Du service légal Et en bruxellien? 2020, les gars, 2022, 11 milliards de valorisation. On va demander à Claude ce qu'ils vendent. Ah ouais. C'est Je pense qu'ils aident les law firms, donc les avocats, à streamline et à tu vois, avoir accès au data room, faciliter leur travail, parce que lorsque tu as une firme avec 500 avocats, juste aller voir si tu as bien accès à la data room, ça coûte cher à l'heure un avocat. Donc tu perds énormément de temps dans les allers-retours, etc. sur le contexte. Alors, leur product, c'est un assistant IA pour poser des questions, analyser des documents et rédiger plus rapidement. Un outil appelé Vault pour stocker et analyser des documents juridiques en masse. Ça, en masse, c'est pas facile à faire. Un module Knowledge pour la recherche juridique, réglementaire et fiscale, ainsi que des agents de workflow automatisés que les équipes peuvent utiliser tels quels ou personnalisés. Leur cible principale, ce ne sont pas les cabinets d'avocats et les équipes juridiques internes d'entreprise. Ce ne sont pas ça. Attends, excuse-moi, j'ai mal lu. Non, pardon, j'ai une connerie. Excusez-moi. Leur cible, pardon, c'est l'inverse. Leur cible principale, ce sont les cabinets d'avocats et les équipes juridiques internes d'entreprise, donc le in-house légal. Parmi leurs clients, on trouve des noms comme A&O, Sherman, Deutsche Telekom, PwC, PwC UK, pardon, KKR, Comcast, Procter Gamble. La société revendique 100 000 professionnels utilisateurs, 60 des 100 plus grands cabinets américains, des law firms américaines, et une valorisation récente, comme tu disais, de 11 milliards de dollars. En résumé, c'est un copilote pour avocats avec une approche très verticale et sectorielle plutôt qu'un outil généraliste. On reste sur un logiciel IA. Et Ouais. vendre un logiciel IA aujourd'hui, selon moi, c'est courir contre les modèles. Et ce que Sequoia a raison de souligner, c'est qu'en revanche, vendre un service, vendre le service qui remplace la tâche grâce à l'IA, c'est progresser avec les modèles. Et ça, et puis ça te rend beaucoup plus robuste. Si demain, enfin, si on reprend d'ailleurs, Arnaud, l'histoire de Togen AI, tu vois, il y avait deux façons de voir le truc. Il y avait la façon, on crée un logiciel IA, et il y avait la façon, je crée mon agence de copywriting, envoyez-moi toutes les données sur votre avatar client, et on vous sort pour 1000 balles vos textes de vente. Avec un délai de 7 jours. Toi, en réalité, c'est fait en 3 secondes. Ouais. mais tu les renvoies, tu vois, sur un modèle comme ça, ultra lean. Et cette notion finalement d'ailleurs, nous, ça a donné une petite techno que j'ai jamais pris le temps de distribuer, finalement de hidden SaaS. C'est un modèle qui est extrêmement important et qui rappelle aussi une réalité actuellement, c'est que le pouvoir va à ceux qui contrôlent l'entrée, donc finalement les modèles, et la sortie, le résultat. Entre les deux, c'est la guerre. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi, Rémi. Nous, on le voit parce que chez Learnybox, on est entre deux mondes aujourd'hui. On vend un SaaS self-service pour du coach, thérapeute, formateur de l'indépendant. Voilà. C'est pas du B2C, mais du wannabe B2B, donc c'est du solopreneur. Et on vend un outil assez similaire qui est une plateforme de formation et marketing automation pour les entreprises. On voit bien aujourd'hui une différence fondamentale chez les entreprises. On a des administrations même publiques, on a des écoles internationales, on a des grosses entreprises. Bien sûr qu'elles achètent au départ, encore aujourd'hui, elles achètent le logiciel, mais à la fin, on voit bien que ce qu'elles veulent, c'est pas juste le logiciel, ce qu'elles veulent, c'est nous, notre compétence, à les aider à faire marcher ce truc, en fait, et à le faire pour eux. Et donc, ce qu'ils achètent, c'est que Learnybox, qui a la connaissance, qui a l'expertise, qui a l'expérience, les aide à développer, en l'occurrence, leurs académies en ligne et leur business en ligne. Okay. Et donc, ces gens-là, c'est marrant parce qu'on a des discussions avec certains d'entre eux où ça négocie vraiment
le bout de gras sur quelques centaines d'euros par mois pour l'abonnement. Par contre, quand tu leur dis c'est 5 000, c'est 8 000, c'est 10 000 pour le service, ils ne négocient pas. Et à la fin, tu sais qu'ils sont beaucoup plus satisfaits quand il y a ce produit avec, c'est-à-dire le service en plus du produit, et que tu fais les choses pour eux. Et d'ailleurs, nous, on va tout doucement dans une direction où ces gens-là, on va leur empêcher de le faire seuls, en vérité. Non pas parce que c'est plus bénéfique pour nous, mais c'est plus bénéfique pour eux et c'est ce qu'ils attendent. Donc, je ne sais pas si Isma, de ton côté, tu vois ça, mais nous, c'est clair que, en fait, comme tout bon marketeur, tu ne vends pas le produit, tu vends le résultat. Ouais. Bah, c'est exactement ce que les corporates veulent, ont besoin. Et après, on parle de Moat. Va changer quelqu'un qui t'apporte un résultat, tu as une confiance, tu as quelqu'un au téléphone, tu sais parler à quelqu'un, tu as la responsabilité, parce qu'il y a un transfert de responsabilité quand tu vends un résultat. C'est pas juste quand tu as un outil tout seul, la responsabilité, elle est chez qui? C'est un petit peu plus touchy. Quand tu passes par quelqu'un qui t'a fait le travail sur l'outil, il t'a transféré aussi la responsabilité. Et donc, c'est ce qu'attendent ces gens-là. Donc, moi, à mon petit niveau, on expérimente déjà ce que dit Sequoia. Et c'est clair ça va dans cette direction, de mon point de vue. En tout cas, au niveau enterprise. Le niveau indépendant, solo, B2C, ils ne savent pas payer le service. Donc, et là, il y a un autre sujet, à mon sens. Ouais. L'idée, quand même, quand j'ai lancé iClose, c'était d'arrêter de faire du service. C'était si jamais je peux prendre la responsabilité de quels sont les résultats vraiment qui sont un indicateur de succès que j'ai déterminé et que je maîtrise suffisamment le product design et que je comprends suffisamment mon utilisateur pour en fait faire en sorte que mon produit en lui-même ait en capacité de résoudre ces problèmes-là, c'est pour ça que je suis parti vers le SaaS, parce que si je peux le faire pour 1000 personnes, je peux le faire pour 10 000, si je peux le faire pour 10 000, je peux le faire pour 5 000, et puis après, tu peux le faire pour 1 million de personnes. Et c'est ça, en fait, qui a ramené le multiple et la valorisation de la société. Et donc là, tu as ce papier qui drop. Ok, merci, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'en fait, la profitabilité peut-être la profitabilité ne va pas être impactée, d'accord, mais en tout cas, c'est notre business. Parce que si tu dois à la fois avoir ce skill set de maîtriser du design engineer, du product engineer et tout ça, et en plus, tu dois avoir l'opération d'une boîte, d'une agence, merci les gars, quoi. En fait, je pense, tu vois, si on prend iClose, donc qui a une solution pour que les équipes de closing, enfin setter closer, puissent se coordonner, s'optimiser, attribuer les leads aux meilleurs closers, etc. Si on pense à ce tool-là et qu'on réfléchit avec le modèle de Sequoia, en fait, ce que le gars vendrait, c'est te dirait, je suis une agence de closing, donc je t'assure un taux de closing où je vais prendre tes leads en call et je vais les convertir. Et en fait, au lieu de foutre des humains en closer, tu foutrais, on est loin, je pense, des robots. Et En du fait, coup, toi que tu payes finalement une agence avec 3 closers ou des closers en freelance qui t'aident, ou qu'en fait, tu crois que c'est un closer, mais en fait, c'est un robot, mais ça convertit aussi bien. ouais. Tu passes d'un prestataire à l'autre. Et c'est déjà un truc que, tu externalisais. Enfin, tu externalisais, donc en fait, c'est un travail qui était fait en dehors. Tu avais une ligne budgétaire qui était prévue et tu achetais un résultat, fondamentalement. Donc, Et en fait, en quel donc est-ce que c'est aussi lié à ce qu'on a vu la semaine dernière avec ce que Intercom a fait avec le c'est un peu ça, en fait, ouais. Oh, donc, En fait, ça nous ramène à ça quelque part, enfin, ou ça tend vers ça. ça t'envers ça. Tu Et vois le nous, résultat, quoi. mais c'est pour ça que je pense pas totalement, c'est vrai que je suis d'accord avec Marc-Antoine qui, je suis pas totalement d'accord. Par exemple, si jamais on veut vraiment aller loin, et c'est une idée que j'ai déjà eue, c'est parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de closers qui sont passés sur iClose à travailler avec des entreprises. Et donc, du coup, on a les taux de conversion, etc. Et il y a beaucoup aussi de closers qui en ont marre de travailler avec des entrepreneurs qui savent pas faire leur boulot. Et donc, un closer, lui, son plus gros problème, c'est de travailler avec un entrepreneur qui a des show up rates qui sont pas suffisamment élevés, une qualité de lead qui est KO. Et donc, du coup, en venant travailler avec un entrepreneur qui utilise iClose, qui qualifie les leads et qui fait en sorte que ton show up rate soit plus haut, du coup, il y a un intérêt. Et donc, du coup, créer une plateforme de recrutement pour closer et setter plug-in, un petit peu comme Upwork, dans iClose, de manière à se faire en sorte que l'entrepreneur il puisse déjà, donc il y a ce service en fait finalement de RH, de recrutement, de closer, etc., sans forcément prendre la responsabilité tu vois, Ouais.
Il y a un moment où en fait, tu dois t'arrêter. Il faut savoir s'arrêter et parce que sinon, en fait, tu prends tous les, Tu as l'approche les Salesforce liabilities. aussi dans le genre qui est intéressante. Hein? Tu as l'approche Salesforce aussi dans le genre qui est intéressante. C'est-à-dire que tu ne prends pas la responsabilité de mettre en place une plateforme de RH. Tu rajoutes qu'une seule ligne de business qui est une ligne de business de certification Par exemple. qui permet ensuite à des acteurs indépendants de produire le service en vendant un certificat comme quoi ils sont aptes à produire le service de maintenance et de mise en place de ta techno. Je trouve que Salesforce, de ce point de vue-là, sont extrêmement intéressants dans leur. Enfin, parce que le certificat Salesforce et les ingénieurs Salesforce que je connais, ils gagnent beaucoup de blé parce que personne ne sait gérer ce truc à part On eux. les Et a donc, ils ont toute une école de formation, un certificat qui est Salesforce. d'ailleurs payant pour pouvoir derrière délivrer tout ça. Et peut-être que demain, tu as peut-être un business, une ligne de business à ouvrir en mettant en place un certificat iClose. Non, de ouf. On a suffisamment de travail. Je vais juste finir ce que je fais là. Mais carrément, c'est un enjeu. Parce que c'est un enfer. Ouais, mais Isma, tu dis c'est un autre métier, tu as raison, c'est un autre métier. Nous, on le voit puisque sur l'enterprise ou la PME ETI, on est en pleine mutation là-dessus. Mais tu vois pas que. Comment? Ah merde, j'ai perdu le fil. Si, pardon. Si tu penses pas que les gars qui viennent te voir aujourd'hui, effectivement, ils utilisent ton tool, tu n'as pas envie de les aider, mais tu pourrais avoir un certain nombre de clients, même un nombre incommensurable de clients supplémentaires, si tu leur dis, en fait, moi, je vous amène le résultat. C'est moi qui le fais pour vous. Je sais faire. Je sais ce qui doit être fait. J'ai ce niveau d'expertise, de connaissance. J'utilise mon tool, certes, mais je vous amène le résultat. Ouais, mais c'est l'enfer. Merci. Enfin, mais- mais- avec les closers, les machins. Et puis surtout, garantir un On va y résultat arriver quand aussi. l'entrepreneur lui-même en fait, il faut que l'entrepreneur puisse fournir du bon lead, etc. En fait, je pense que c'est juste. Enfin, honnêtement, dans le cas d'Isma, juste scaler un SaaS, prendre du fees et trouver plein de manières astucieuses de rajouter des features ou du pricing en plus versus rentrer là-dedans. En fait, c'est un game qui est tellement qualitatif au niveau de la génération du lead et de la qualité du closer et de la qualité de l'offre qu'il y a derrière. Ouais. C'est dur, quoi. Dur, je pense. C'est pour ça que Sequoia te dit que ceux qui vont gagner, ils vont vraiment bien gagner. Tu vois ce que je veux Et dire? moi, j'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné, frère. Ah oui, mais Genre, c'est- j'ai déjà gagné. Genre, là, c'est bon. C'est juste don't fuck it up, ok? T'as des boîtes qui veulent faire 1000 millions, 1000 milliards. Les gars, je m'en fous. Je veux C'est- pas ça. Laissez-moi tranquille, ok? Je vais juste faire en sorte que ça se finisse bien. On continue ce qu'on fait. On don't fuck it up. Don't make stupid decisions. Et tout va bien se passer. C'est la seule chose que je veux faire. Super. Les gars là qui changent des process quand ça fonctionne, moi, je fais pas ça. Ok. Bon, bah, ça peut être une bonne conclusion. D'ailleurs, notons que, je ne sais pas si on gardera ça à l'enregistrement, mais une solution au problème de Marc-Antoine sur, OK, tu as tous ces managers et ces parasites à virer de ta boîte, la solution a déjà été proposée lors de nos calls privés par Rémi il y a plus d'1 an. Tu crées